Sweet FM, émission spéciale municipale 2014. Bienvenue tout le monde, les élections municipales 2014, elles sont imminentes puisqu'on est appelé à voter après-demain, dimanche. Dernière ligne droite pour étudier les professions de foi et se décider en faveur de tel ou tel candidat. La rédaction de Sweet FM se mobilise pour vous aider à choisir, si ce n'est déjà fait, dans votre ville. Gros plan donc sur les forces en présence pour conquérir les mairies de Château-Gontier et de Cran. Corentin Alain, Diane Thibaudier. Diane, on commence avec Château-Gontier. Oui, l'une des sous-préfectures de la Mayenne, près de 12 000 habitants et des électeurs qui vont devoir faire un choix après-demain entre deux candidats plutôt orientés à droite. Philippe Henry, le maire sortant, encarté à l'UDI, et Gonzague Meunier à l'UMP avec sa liste tous mobilisés. Et puis une liste de gauche qui s'est déclarée un peu au dernier moment, celle de Yannick Ledroit, soutenu par le Parti socialiste. Alors plusieurs sujets majeurs qui ont été évoqués pendant la campagne et dont on va parler au cours de cette émission. La rocade nord lancée par Philippe Henry est très mal vue par Gonzague Meunier par exemple, la redynamisation du centre-ville au détriment de la zone de la Fougetterie à Azé ou encore le taux d'imposition évidemment. On va entendre nos trois candidats faire un bilan de ces 6 dernières années déjà, puis évoquer leurs priorités. Et on commence par le maire sortant, Philippe Henry. Pour commencer, quel bilan pouvez-vous tirer de ce dernier mandat ? Ça a été un mandat qui a été en effet bien rempli, à la fois sur le plan de l'économie, où nous avons constaté sur les années 2007-2011 que l'emploi salarié, notamment dans l'industrie, s'est plutôt bien comporté par rapport à l'environnement départemental ou même régional. Et les chiffres, c'est qu'on augmente nos emplois salariés d'un peu plus de 2%, alors que la tendance était à moins 8 à l'échelle départementale. Donc on a, on va dire, un tissu économique industriel qui a plutôt bien résisté. À l'exemple notamment de l'entreprise Arfeo, qui a été donc reprise début 2013 et qui a permis là aussi de préserver un peu plus de 120 emplois sur le site de Château-Gontier. On a eu aussi des événements importants en matière économique avec la mise en place et la mise en œuvre du projet de plateforme multimodale donc sur la gare de Château-Gontier, qui nous permet aujourd'hui d'avoir un transport combiné rail-route et qui fonctionne depuis le 29 avril dernier et de façon quotidienne. Donc aussi bien sur la direction de Lyon que de Marseille. Donc on a eu une activité, on va dire, économique assez dense durant cette mandature-là, avec là aussi la nécessité d'accompagner les entreprises à la fois dans leur développement et aussi de pouvoir là aussi accompagner les entreprises dans leurs difficultés et en essayant de trouver là aussi des réponses avec nos propres moyens, notamment pour préserver les emplois sur notre territoire. Le second axe, c'est de préserver là aussi notre cadre de vie, avec beaucoup d'actions en matière d'embellissement, de fleurissement, de réaménagement de voiries anciennes, les quais notamment, qui ont été réalisés durant cette mandature, et participer en quelque sorte là aussi au soutien à cette vitalité locale, à cette vie associative, en les aidant dans des projets, donc aussi bien en accompagnant les associations sportives, avec la rénovation de la piste d'athlétisme, prochainement la restructuration et donc la livraison aussi de la piscine, qui sont aujourd'hui des atouts importants pour soutenir là aussi la vie sportive et la vie associative de notre territoire. Pourquoi avez-vous voulu vous représenter ? Quel était l'objectif de cette nouvelle candidature ? L'objectif était de repartir en effet avec donc à la fois une équipe confirmée et de nouveaux élus municipaux et communautaires pour porter donc un nouveau projet qui soit bien sûr adossé autour de nos priorités, que sont une gestion responsable et rigoureuse. Ça, c'est aussi une de marques de fabrique de la maison. On n'a pas augmenté la fiscalité depuis la ville depuis ces 20 dernières années. On a réduit l'endettement de la ville et de la communauté de communes par 2 depuis donc ces 10 dernières années. À cela, il faudra donc ajouter une volonté, là aussi, toujours de développer l'économie sur notre territoire, une économie donc au service de l'emploi. Ça, c'est véritablement un des moteurs et le moteur essentiel au bon fonctionnement de notre territoire, et continuer toujours d'accompagner là aussi nos citoyens pour améliorer, embellir le cadre de vie, préserver cette qualité de vie, accompagner la vie associative là aussi dans ses développements et pouvoir là aussi entretenir le patrimoine public de notre collectivité. Donc ce sont beaucoup de choses dans un contexte difficile économiquement parlant, mais aussi par rapport aussi aux baisses de dotation d'État que nous allons les uns les autres connaître.
Et donc l'objectif, c'est d'avoir en quelque sorte des élus qui vont avoir un regard nouveau sur la vie municipale, des élus qui sont confirmés, donc pour certains qui ont une expérience d'un ou deux mandats et qui vont là aussi nous accompagner pour continuer à développer le pays de Château-Gontier et la ville de Château-Gontier. Ce serait donc vraiment un mandat de la continuité ? On n'est jamais dans la continuité puisque l'empreinte, on va dire, financière et fiscale, elle sera la même. Ça, c'est des choses aujourd'hui qui sont pour moi presque non négociables. La non-augmentation de la fiscalité, je pense que les ménages aujourd'hui souffrent suffisamment au travers de leur pouvoir d'achat pour que les collectivités prennent en compte que la fiscalité locale ne peut plus augmenter. Et donc, c'est en fonction de cela et en fonction donc des ressources qui sont les nôtres qu'on a à programmer, à planifier nos souhaits, nos investissements prochains, mais avec responsabilité, lucidité et prudence. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de vos concurrents ? On sait très bien que donc il y a un candidat qui s'est déclaré, qui est d'une sensibilité droite de la droite. Donc voilà, je pense que je ne sais pas s'ils auront vraiment une grande capacité de rassemblement au vu du positionnement politique qu'ils prennent. Et après, pour le reste, on doit en quelque sorte être candidat pour porter un projet. Mais quand on agrège toutes les oppositions, qu'elles soient sur le mariage pour tous, qu'elles soient sur l'éolien ou qu'elles soient sur les rocades, c'est difficile de faire un programme quand on est un peu, en quelque sorte, sur des fonds baptismaux où on est un peu contre tout. Donc, à eux maintenant de remplir ce défi-là, d'avoir aussi un projet pour les Gastro-Gontériens et basiliciens. Moi, ce que j'attends, c'est qu'on ait en effet un vrai débat sur l'avenir de notre territoire et avoir un sens aussi assez critique, qui soit positif comme négatif. Mais dans la critique, on peut aussi y trouver du positif et pas systématiquement être dans une opposition totalement stérile. Voilà, donc Philippe Henry, le maire sortant de Château-Gontier. On passe au candidat suivant, Diane. Oui, Yannick Ledroit, il reconnaît certaines bonnes actions menées par Philippe Henry, mais ce n'est pas suffisant pour lui. Le candidat de gauche souhaite surtout faire la part belle aux membres actifs de la commune, impliqués notamment dans des associations. Il y a eu des choses intéressantes qui ont été faites, notamment au niveau des voies vertes, au niveau de l'endettement de la ville, qui restait très, très raisonnable pour une commune de ce nombre d'habitants. Après, il y a des choses qui ont été faites, mais qui n'ont pas été, je pense, poussées jusqu'au bout. Donc, il reste des choses à faire, c'est sûr. Et donc là, nous, on est là surtout pour amener des idées nouvelles et prendre les avis aussi des quartiers. C'est pour ça que nous, on insiste beaucoup sur la proximité et les gens aussi qui travaillent et qui œuvrent au niveau des associations. Je pense que c'est des gens qui mènent un petit peu la ville. Les associations, c'est quelque chose de très, très important. Enfin, nous, on souhaite mettre en avant. Au niveau des projets développés par Philippe Henry, notamment la Rocade Nord, comment vous vous situez ? La Rocade Nord, c'est vrai que maintenant, a priori, il y a bien de grandes chances qu'elle se fasse. Mais nous, on aurait souhaité que la première rocade qui a été établie aurait été un projet plus ambitieux et sur un plus long terme. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être possibilité de prolonger celle-ci, alors que là, effectivement, donc, on se trouve devant la Rocade Nord, qui, hélas, va prendre du terrain agricole, bien sûr, mais qui, de l'autre côté, va permettre aussi peut-être de désenclaver Bazouges. Votre liste, donc, avec vous, Agissons pour notre ville, elle s'est constituée assez tard. Comment est-ce que vous expliquez déjà qu'il n'y ait pas de liste de gauche qui se soit développée plus tôt ? Au niveau du Parti socialiste de Château-Gontier, donc il y a eu personne s'est vraiment décidé à créer une liste. Donc c'est vrai qu'on a pris énormément de retard pour la constitution de la liste. Honnêtement, je pense que si j'avais pas pris la décision de me présenter, il y aurait peut-être pas de liste de gauche aujourd'hui. Ce qui aurait été quand même très, très dommage pour au niveau de la démocratie locale. Avec cette liste, avec vous, Agissons pour notre ville, quelles sont vos priorités ? De faire participer les gens des associations, et des quartiers, redynamiser le centre-ville de Château-Gontier, de Bazouges aussi, faut pas oublier cette partie de Bazouges, et rééquilibrer aussi les commerces. On s'aperçoit bien que c'est la fougetterie tout se développe, et nous, on voudrait rééquilibrer ça du côté de, notamment Bazouges, la Motte Vauvert, la Malardière, et maintenir aussi au niveau du faubourg. Donc c'est nos principales priorités, quoi. Que toute la ville soit vraiment dynamique, qu'il n'y ait pas de quartier qui soit délaissé. Justement, par rapport à la redynamisation du centre-ville, il y a des commerçants qui demandent de changer le sens de la rue René d'Anjou, par exemple. Est-ce que ça vous paraît une bonne solution ? Oui, il me semble que c'est une bonne solution, effectivement, parce qu'en général, on part du centre-ville et on va dans chaque direction. Et en plus, il y a une vue sur l'église de Saint-Rémy qui est magnifique. Et je pense qu'au niveau des commerces, ça serait certainement une bonne chose. Oui. Tout à fait, oui. En dehors de ça, quels seraient vos projets, justement, pour concrétiser ces priorités ? Je pense qu'il faut aussi dialoguer avec les commerçants du centre-ville, savoir ce que eux souhaitent
Au niveau du stationnement, peut-être, est-ce qu'on peut mettre des rues piétonnes, faire un secteur piétonnier, pourquoi pas? Faut vraiment discuter avec eux, quoi, savoir ce qu'ils en pensent. C'est quand même eux les principaux concernés. Mais il faut qu'on conserve effectivement un dynamisme commercial dans le centre-ville, ça c'est primordial, oui. Vous pensez vraiment que la parole n'a pas été assez donnée aux quartiers, aux associations? On a commencé déjà à consulter les personnes et effectivement, oui, tout à fait, oui. Ça, c'est le grand, je pense, reproche qui peut être fait, c'est que les décisions sont prises de là-haut vers la base, alors que pour moi, c'est plus l'inverse. Il faut d'abord partir de la base, écouter les réflexions qui peuvent être faites, les propositions qui peuvent être faites aussi, et là, à partir de là, faire des choix au niveau de la ville, oui. En termes d'emploi, qu'est-ce que vous pouvez proposer pour éviter des licenciements, des fermetures d'entreprises, par exemple? On pense éventuellement mettre une cellule de veille au niveau des entreprises, c'est-à-dire consulter les entreprises, savoir comment elles fonctionnent, si elles ont des difficultés. Elles peuvent avoir des difficultés passagères. Et ça, c'est peut-être un peu le reproche qui peut être fait à l'ancienne majorité, c'est qu'il n'y a pas eu cette veille qui a été faite au niveau de certaines entreprises, notamment bâtiments ou autres, qui ont eu des grosses difficultés. Par contre, il faut quand même souligner la très bonne chose qui a été faite avec Arfeo et le soutien de la ville. Une veille qui se mettrait en place comment exactement? Au niveau des entreprises, c'est-à-dire qu'il faut créer une commission qui s'occupera uniquement de cette partie-là par rapport aux entreprises, qu'elles consultent les entreprises, savoir au niveau du marché si leurs carnets de commandes sont bien remplis ou autres. Au niveau du taux d'imposition, comment est-ce que vous vous situez? Pour l'instant, le taux d'imposition est assez correct, donc il faut pas trop peser non plus sur le pouvoir d'achat des personnes, mais il faut pas non plus que ça puisse geler des projets intéressants. Justement, vu que l'État diminue un petit peu ses dotations aux communes, comment est-ce qu'on continue à investir sans augmenter les impôts? Il y a des choix à faire sur certains projets. Il y a des projets qui peut-être paraissent assez vastes. Et donc là, il faut étaler, donner des priorités à certains projets. On peut pas faire tout sur 2 ou 3 ans, c'est pas possible. Au niveau de cette liste, comment est-ce qu'elle se compose? Donc c'est vrai que c'est sensibilité gauche, bien que moi je ne suis pas encarté au PS. Sur la liste, on a peut-être une dizaine de personnes simplement qui sont encartées au PS. Mais c'est vrai que c'est plus sensibilité gauche. Oui. On a surtout choisi des gens qui sont très très investis au niveau associatif, que ça soit sportif, culturel ou caritatif. C'était la base de notre liste et on a réussi à le faire et ça on est très satisfait. Au niveau de la parité, ça n'a pas été difficile? Non, du tout. Non, parce qu'arrivé au dernier nom, on s'est aperçu que finalement, on avait vraiment la parité était respectée. Comme quoi, ça s'est fait vraiment naturellement. Et on était très bien accueillis, parce que donc on a contacté pas mal de personnes, des personnes qui n'ont pas souhaité s'investir pour diverses raisons. Mais on a été très très bien accueillis au niveau de la constitution de la liste. Est-ce que selon vous, Château-Gontier peut s'orienter à gauche à cette élection? Vous savez, je pense au niveau des communes gauche-droite, ça ne veut pas dire grand-chose. Je pense que il faut qu'on gère la ville en bonne intelligence. Il ne faut pas que ça soit une querelle interne au niveau du conseil municipal. Je pense que nous, on souhaite plutôt, participer activement. Et l'opposition, ça sera peut-être pas nous. L'opposition, ça sera peut-être justement la municipalité actuelle. On ne sait jamais. Yannick Ledroit, la tête de liste soutenue par le Parti socialiste à Château-Gontier. Un troisième et dernier candidat, Diane. Oui, Gonzague Meunier, dernier candidat à Château-Gontier qui rejette totalement les actions menées par le maire sortant cette fois. Lui souhaite vraiment développer le tourisme à Château-Gontier et l'hôtellerie entre autres. On a quelqu'un qui a géré les affaires courantes de manière convenable, mais c'est la moindre des choses. Alors quand je dis convenable, ça ne veut pas dire que c'est bon. Nous, ce qu'on demande à un maire, c'est pas forcément que les comptes soient à l'équilibre. On veut que ça progresse. Or, on a une ville qui atone. On a un commerce de centre-ville qui survit grâce vraiment à la volonté, grâce à la dynamique de ces commerçants qui se battent quotidiennement pour exister, pour résister à la pression des grandes enseignes notamment. Et en parallèle, on a un maire qui a choisi de s'orienter vers la communauté de communes, de prendre des mandats vers le département, même à tenter un mandat national. Donc on est loin des préoccupations locales et ça, bien évidemment, ça nous gêne. Donc sur le bilan, ça se traduit comme ça, par un dynamisme très limité de notre commune et donc ce transfert vers les zones périphériques, vers Azé, vers la Fougetterie. Et ça nous gêne énormément. Alors de votre côté, avec votre liste, quelles seraient vos priorités si vous êtes élu ? La priorité, ça sera, je pense, de redonner une vision pour Château-Gontier. C'est vraiment ce qui manque à cette ville. Les gens ont un peu perdu l'identité de Château-Gontier. C'est-à-dire qu'on a une ville qui se cherche. Je vais vous donner un exemple. Quand on arrive à Château-Gontier, du Mans, de Laval, ou qu'on arrive d'Angers, qu'on arrive de Cran, on pourrait arriver n'importe où. On pourrait arriver à Melun, à Meucon, à Meudon. On fera pas la différence. Et je pense qu'on a un vrai problème d'identité qui va s'accentuer, je pense, si rien n'est fait, dans la mesure où on a beaucoup travaillé ces derniers temps au contournement de Château-Gontier. Et la question se pose,
pose de comment on fait pour faire en sorte que les gens s'arrêtent, s'installent, que des entreprises s'installent à Château-Gontier, que des foyers s'installent à Château-Gontier. C'est une vraie problématique. Alors il va falloir travailler une vision, il va falloir travailler une identité, et là-dessus, on a à cœur de présenter de beaux projets qui vont en ce sens. Après, on a déjà 3 premiers grands projets. Le premier, c'est la mise en place, très très rapidement, d'un pôle de santé pluridisciplinaire pour faire venir des spécialistes. La création d'une maison pluridisciplinaire pourrait permettre à ces spécialistes de venir ponctuellement, 1 jour, 2 jours par semaine, s'installer, faire les consultations dans cette maison pluridisciplinaire, pratiquer tout ce qui est acte technique sur le plateau technique de l'hôpital. L'autre projet aussi qui nous tient à cœur, c'est l'installation d'une déchetterie de l'autre côté de la Mayenne. Pour l'instant, on en a une à Azé, on souhaiterait qu'il y en ait une sur le territoire de Bazouges, de façon à permettre aux nouveaux lotissements de bénéficier d'une installation adaptée, leur éviter bien évidemment de devoir traverser la Mayenne pour transporter les déchets verts et l'ensemble de leurs déchets. Le troisième projet, eh bien, c'est un projet qui a longtemps fait débat, qui se rapporte notamment à la problématique de la Rocade Nord. Nous avons souhaité avoir une vraie réflexion. Je vous avouerai que lors de la précédente campagne, certaines personnes présentes sur notre liste y étaient plutôt favorables. Simplement, c'était sans compter sur le contexte économique qui a évolué. Nous ne pouvons plus, tout simplement, nous engager sur un tel projet. Il est bien trop onéreux. La vérité, c'est qu'on cherche, avec ce projet, à avoir un grand projet. Je pense que le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas eu pour Philippe Henry de grands projets. Et je crois que Philippe Henry aimerait conduire jusqu'à son terme un grand projet. Vous dites également être inquiet pour l'emploi. Quelle solution est-ce que vous proposez ? Quand on a des problématiques d'emploi, ça veut dire qu'on a des entreprises qui sont en difficulté. Il faudra se poser la question de leur accompagnement, de les accompagner sur des investissements aussi, c'est tout à fait faisable. Et là encore, je le souhaite. Nous aurons là aussi un projet bien spécifique pour accompagner l'innovation au niveau local. Mais l'innovation ne sera pas que sur le monde de l'entreprise industrielle, elle sera aussi sur le commerce et elle sera aussi destinée aux entreprises qui souhaiteront se lancer dans le tourisme au niveau local. Vous présentez donc une liste qui se dit de droite et de centre droit, ce qui est en partie également le créneau de Philippe Henry. Est-ce que vous n'avez pas peur d'un éparpillement de la droite ? Je ne le pense pas, pour 2 raisons. La première, c'est que Philippe Henry a pris sa carte de l'UDI en 2012 à l'issue d'une défaite face à Guillaume Chevrollier, qui était le candidat UMP. À l'époque, Philippe Henry n'était pas donc UDI, puisqu'il a pris sa carte, encore une fois, après. C'est vrai qu'il était qualifié, pas directement par lui, parce que je n'ai pas souvenir de l'avoir entendu à ce sujet, mais il était qualifié par certains de ses proches, par son entourage, de plutôt centriste. Très bien. Le fait c'est que sur sa liste, et parmi ses proches, et notamment parmi son équipe, on avait plusieurs personnes qui étaient très clairement encartées à gauche. Nous sommes clairement à droite. Pour autant, c'est une liste ouverte, puisqu'on souhaite avant tout, au niveau local, être représentatif de la population, bien évidemment. Et puis, on souhaite aussi être représentatif de la population. Voilà, Emilien, ce qu'on peut dire avant le premier tour de ces élections municipales à Château-Gontier. N'oubliez pas que les bureaux de vote seront ouverts jusqu'à 18h. Merci Diane pour ce défrichage concernant la situation à Château-Gontier dans la perspective du premier tour des élections municipales dimanche. Dans un instant, on fera un gros plan sur les enjeux à Cran cette fois. À tout de suite. Émission spéciale municipale 2014 sur Sweet FM. Premier tour des élections municipales 2014, après-demain dimanche, dernière ligne droite pour étudier les professions de foi et se décider en faveur de tel ou tel candidat. La rédaction de Sweet FM se mobilise pour vous aider à choisir, si ce n'est déjà fait, dans votre ville. On a fait un gros plan tout à l'heure sur les forces en présence pour conquérir ou reconquérir la mairie de Château-Gontier. On va maintenant, avec toi Corentin, s'intéresser à la situation à Cran. Et comme chez les voisins de Château-Gontier, il y a 3 candidats. Et pourtant ici, on a 2 fois moins d'habitants et un maire sortant qui a décidé de passer la main. Après 4 mandats et 25 ans d'exercice, Paul Chénaud se retire. D'accord, alors qui sont ces 3 candidats qui veulent prendre sa place ? On commence par Camille Beignet, le conseiller municipal sortant mène la liste Cran Horizon 2020. Il souhaite poursuivre le travail du maire d'hiver droite, mais aussi changer la manière de mener la commune.
Deuxième candidat, Claude Gillet. Il est à la tête de la liste Osons Cran Autrement. Ce cadre notarial a décidé de faire de la gestion économique de la commune un des points centraux de son programme. Et puis, il y a Mathieu Mottin qui possède la casquette de délégué départemental du Parti de la France. Alors s'il assume cet engagement au sein de la formation plutôt classée à l'extrême droite, il assure que sa liste regroupe des personnes partageant des sensibilités très diverses. Sa liste s'appelle Tous pour Cran. Tous pour Cran, très bien. On va maintenant écouter les candidats nous exposer leurs idées, leurs projets pour la commune de Cran. Ils s'exprimeront chacun sur 4 thèmes différents, de l'urbanisme au commerce, en passant par les projets de méthanisation. On commence par qui ? Eh bien Camille Beignet, c'est le conseiller municipal sortant. Il revient sur les motivations qui l'ont poussé à constituer sa liste. Il y aura effectivement de la continuité dans un certain nombre de projets, mais aussi une volonté de changement dans le mode de fonctionnement actuel qui s'est essoufflé. C'est un mode de fonctionnement qui a presque 20 ans. Donc aujourd'hui, il faut travailler autrement. Je pense qu'on a avec notre nouvelle équipe cet esprit d'ouverture, cet esprit de changement dans le mode de fonctionnement, effectivement. Concrètement, ça passe par quoi ? Par une rencontre auprès des habitants, un lien plus fort ? Oui, c'est ce qui a manqué un peu dans cette fin de mandat. Certains dossiers nous sont un peu contestés dans la forme, c'est-à-dire qu'il faut mettre les dossiers, les actions, les projets au plus près des habitants pour qu'ils en soient informés. Je crois qu'aujourd'hui, on peut plus s'affranchir de cette distance qu'il y a eu sur certains dossiers. Allez, c'est maintenant au tour de Mathieu Mottin de présenter sa liste. C'est une liste de large rassemblement des Cranais sur des thématiques locales. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour Cran ici et maintenant. Ce n'est pas du tout une liste partisane. Il y a des gens qui viennent d'horizons très divers. C'est d'ailleurs une grande satisfaction et déjà une grande réussite, rien que ça. Alors, ça a été une difficulté de constituer cette liste ? La difficulté, c'était les délais, puisque je suis parti très tard. J'ai pris ma décision le 9 février, compte tenu du contexte local qui était vraiment très particulier, ce qui nous a laissé très exactement 23 jours pour constituer la liste et la déposer à la préfecture. Mais le simple fait, le 10 février, l'article est paru dans le journal, le Ouest France. J'étais qu'une étincelle, j'étais tout seul. L'étincelle a croisé du combustible. Voilà, il y avait une vraie aspiration et je crois que le fait que cette liste existe, c'est déjà un symptôme très intéressant d'une aspiration au renouveau des Cranais. Votre engagement au sein du Parti de la France, est-ce que ça a été un avantage ou un inconvénient pour constituer cette liste ? C'est assez neutre, c'est sans doute un inconvénient dans la mesure où certains vont essayer de faire croire que c'est une liste partisane. Je crois que en revanche les Cranais ont bien compris que la démocratie c'est pas de ne pas avoir d'opinion, chacun est libre de ses opinions. Les seules opinions débiles et qui ne servent à rien, c'est celles qui sont pas exprimées. Après le rassemblement est très large et c'est ça qui fait la force de la liste. Allez, on s'intéresse au projet maintenant pour la commune avec les priorités pour chaque candidat. Claude Gillet, tête de liste Osons Cran Autrement. Disons que notre ville est maintenant largement pourvue donc sur le plan sportif et culturel. Donc nos orientations, c'est très nettement l'économie. Donc on a affiché ça dès le départ. Donc nous entendons maintenant privilégier donc en tout premier lieu l'économie par l'innovation et l'ambition dans nos actions. Dans le respect, bien sûr, des compétences dévolues tant à la commune qu'à l'intercommunalité. Et pourquoi est-ce que l'économie, c'est un point central pour vous, à ce point-là ? Pour moi, c'est quelque chose qui a été délaissé depuis maintenant 15-20 ans. Donc effectivement, on était très axé sur le sport et la culture. Certes, il en fallait, mais je pense que maintenant, nous sommes pourvus avec les équipements que nous avons, comme pour une ville qui a 10 000 habitants. Donc je pense que on entretiendra bien sûr l'existant, mais passons véritablement à autre chose, privilégions l'économie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous vous entourez d'une équipe spécifique ? Bien sûr, je me suis entouré d'une équipe spécifique. J'appelle toujours ça un trio parce que j'ai un excellent financier qui a présenté les budgets communaux pendant 15-20 ans, donc Jacques Toupel, que j'ai fait entourer, si vous voulez, d'un jeune conseiller bancaire local, ainsi qu'une jeune expert comptable qui travaille localement et qui fait partie de la jeune chambre économique de Château-Gontier.
Donc de par ça, si vous voulez, j'ai bien voulu montrer notre volonté de nous impliquer complètement dans l'économie locale. L'enjeu du côté de Mathieu Motin, c'est d'attirer les jeunes ménages dans la commune. C'est la problématique de base sur laquelle on a travaillé, puisque quand je suis parti en campagne, je suis allé voir les gens en leur disant formuler des propositions pour Cran. Voilà, qu'est-ce qu'on fait ici maintenant. Et il en est sorti donc beaucoup de choses concrètes, et puis et dont le dénominateur commun, en fait, c'est un peu un double pôle. C'est la question de l'attractivité à l'égard des familles, à l'égard des entreprises. Donc le Cran, c'est un tiers de plus de 60 ans aujourd'hui. Le déséquilibre s'accentue, la population diminue. Aujourd'hui, si on veut relancer durablement la ville de Cran, la question d'avenir, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que les jeunes ménages viennent s'installer à Cran, pour qu'ils aient envie de s'installer à Cran. Voilà, pour valoriser tous nos atouts, parce que Cran a beaucoup d'atouts en termes d'infrastructures, de loisirs, d'écoles, le centre équestre, il y a énormément de la proximité, du commerce, tout ça, énormément d'activités. Il y a beaucoup d'atouts, mais ils sont pas valorisés suffisamment. Cran manque un petit peu de rage de vivre. C'est ce qu'on essaye d'apporter. Et pour Camille Beignet, le point central, c'est la concertation avec les communes alentours. Pour lui, Cran ne doit pas jouer perso. Alors ça va être un enjeu, à mon avis, très important pour l'avenir de Cran. S'il n'y a pas complémentarité entre ce qui se fait sur la ville-centre, Cran ville-centre, que 4600 habitants, avec la communauté de communes, s'il n'y a pas de mutualisation des moyens demain sur cette grande communauté de communes, parce que je rappelle les 3 communautés de communes de Cran, Saint-Aignan-Renazé et Caux-Sylvisien vont fusionner ces 3 communautés de communes au 1er janvier 2015. Et là, il va falloir vraiment avancer de façon très très concrète, parce que c'est toujours les finances qui vont être le point d'achoppement. Donc il faut vraiment que Cran soit moteur dans cette fusion, soit porteur des projets, des compétences, parce que les compétences aujourd'hui, elles sont, je dirais, presque pour moitié entre une commune et puis la communauté de communes. Donc tout ça, va falloir travailler vraiment ensemble, et on mise beaucoup, nous, sur l'expérience qu'on en a, parce qu'on est déjà dans cette fusion, on y travaille déjà depuis des mois, et la réussite, elle sera au bout. Et on se recentre maintenant sur le cœur de la ville et les aménagements proposés par Claude Gillet. On l'écoute. Alors pour ce qui est du centre-ville, là encore je suis très clair. Donc c'est vrai que j'ai fait partie d'un groupement de commerçants et d'un groupement de riverains. Donc j'ai toujours été opposé donc au sens unique qui interdit l'entrée de la ville venant de l'ouest à 2500, 3000 véhicules jour. Donc pour moi, c'est anti-économique. C'est anti-économique non seulement pour la rue de la Libération, mais aussi pour le centre-ville. Donc je suis fermement opposé. Donc là, les travaux que nous subissons, qui nous ont été imposés par le maire sortant, donc j'entends y revenir donc par des avenants. Donc des avenants, bien sûr, dans la limite de la légalité. Et puis, je souhaite ne pas avoir des œillères comme jusqu'à maintenant il se pratiquait, à savoir, je précise, jusqu'à maintenant on a fait des travaux de voirie et d'aménagement de trottoirs. Donc pour moi c'est bien, mais vous savez que si on se limite à des travaux uniquement d'aménagement de voirie et de trottoirs, donc sans réurbaniser en même temps, donc il va de soi que les rues seront encore plus moches. Donc moi j'entends donner une bouffée d'oxygène à la ville de Cran, donc j'entends par des marchés nouveaux, donc acheter des immeubles vétustes et puis y créer des places de parking, des arrêts minutes et des arrêts handicapés au sein même des commerçants pour ainsi dégager du stationnement dans les rues. Voilà pour les cœurs de programme de ces 3 candidats à la mairie de Cran, des têtes de liste qui, au cours de leur futur mandat, vont être confrontés à un sujet qui fait polémique, celui de la méthanisation. On écoute de nouveau Claude Gillet sur le sujet. Alors d'abord, il faut préciser que il y a 2 dossiers de méthaniseurs sur Cran. Donc le premier, à savoir un méthaniseur qui notamment est implanté serait implanté dans la zone de la Pépinière. Là, c'est un projet qui, pour moi, j'ai toujours été contre. J'ai toujours affiché mon mécontentement par rapport à ce projet. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il a été implanté dans une zone hautement urbanisée, au milieu de jeunes sportifs. Et puis, il a été implanté, je dirais, dans une zone que j'appellerais mélange des genres, à savoir que tout près, donc, il y a des entreprises qui stockent des aliments biologiques, il y
a d'autres entreprises qui font de l'alimentaire et puis donc ça ne convient pas du tout. C'est quelque chose qui nous a été imposé par le maire sortant puisque c'est lui-même, avec sa casquette de maire et président du syndicat de pays, qui a engagé dès 2008, voire début 2009, une promesse de vente de ce terrain-là au profit d'un méthaniseur. Donc moi, personnellement, j'ai affiché depuis le départ mon opposition sur ce projet-là précisément. Et en ce qui concerne le deuxième projet ? Alors le deuxième projet, c'est quelque chose de complètement différent puisque c'est un dossier qui est au stade départ, si je puis dire. Donc on n'en est qu'aux prémices, si je puis dire, de la réflexion. Et puis donc ne connaissant pas précisément l'implantation, je soupçonne qu'il sera du ressort de la grande intercommunalité. Il y a donc bien 2 projets de méthaniseurs dans le secteur. Un premier sur la commune de Cran, porté par France Biogaz, et un second à quelques petits kilomètres du côté de Pomerieux. Mathieu Motin compte bien consulter la population sur ces projets. Alors Oudon Biogaz, c'est un méthaniseur géant qui est prévu à un endroit qui n'est pas encore déterminé. Mais ce qui est déplorable, c'est que les élus n'ont pas pris les devants en posant une stratégie de territoire, en posant une stratégie de développement de territoire, et que les Cranais découvrent le truc un peu sur le tard. Donc l'information s'est faite grâce à des associations de riverains qui se sont créées. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a un clivage très marqué. Alors les Cranais ont des vraies raisons, je pense, d'être inquiets quant à l'impact d'un projet comme ça sur Cran. Je pense, moi, que le maire, indépendamment de son opinion personnelle, son rôle, c'est de garantir l'expression des citoyens et puis le fait qu'ils soient écoutés et entendus. Je crois que la vraie solution pour sortir de la crise et construire l'avenir sereinement, c'est de faire un référendum, de consulter les Cranais par référendum et d'apaiser ainsi le climat. Et vous, personnellement, vous y êtes plutôt hostile. Ça veut dire que vous allez tout faire quand même pour essayer que ce projet n'aboutisse pas ? En tant que maire, ce qu'il faut surtout, c'est tout faire pour que la ville retrouve sa quiétude. En tant que citoyen, oui, j'ai mes opinions sur le sujet et je suis très très réticent à ce projet en raison essentiellement de sa démesure. Et Camille Beignet, à son tour, évoque le projet d'Oudon Biogaz de Pomerieux, puis celui de Cran. Alors la méthanisation, oui, ça, c'est un des dossiers. On a pour l'instant des informations sur sa taille, sur le modèle que porte Oudon Biogaz, mais celui-ci, il est pas encore bien avancé. Il en est qu'à sa phase vraiment de lancement. Nous, on s'est surtout pour l'instant penché sur l'autre dossier de méthanisation, France Biogaz, qui doit s'implanter, enfin qui devrait s'implanter dans la zone d'activité, un peu en complémentarité d'une activité industrielle. Ce dossier-là, donc on l'a déjà traité, on a donné un avis défavorable parce que la prise en compte des habitations, du quartier du Pin qui est à proximité n'a vraiment pas été pris en compte. Et pour nous, on a donné un avis défavorable sur ce premier dossier de méthanisation. Le deuxième, c'est plus un projet de territoire parce qu'il n'est pas sur la commune de Cran. Pour autant, nous sommes très impactés puisque, bien entendu, l'approvisionnement, les transports, si ce projet voyait le jour, tout passe par la ville de Cran, quasiment à 90% des transports. Et c'est pas sans nous inquiéter, effectivement. C'est quelque chose qui inquiète les riverains, c'est vrai, les riverains, mais pas que les riverains, aussi les habitants de Cran. C'est un dossier, à mon avis, où il va falloir mettre tout le monde autour de la table, les élus, les porteurs du projet, mais aussi tous les habitants, pour que s'ils voyaient le jour, qu'ils soient concertés. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les projets de méthanisation. On passe au dernier thème, Cran et son centre-ville. Comme dans beaucoup de communes, la question du dynamisme et des animations se pose. Écoutons Claude Gillet sur ce point. Nos intentions, donc, c'est de ramener dans le centre-ville donc l'office de tourisme, par exemple, l'office de tourisme qui aurait complètement sa place dans le centre-ville. Je pense à autre chose. La médiathèque qui, pour l'instant, je dirais un petit peu décentralisée, nous envisageons, nous, de notre côté, faire de sorte que l'accès à la culture soit aussi possible pour des personnes à mobilité réduite. Et donc, nous entendons donc ramener une annexe de la médiathèque dans le centre-ville.
Donc voilà des services qui peuvent être amenés et j'entends bien justement faire disparaître des verrues, j'appelle des immeubles qui sont véritablement moches si je puis dire, qui donnent une mauvaise image de marque à notre ville. Donc j'entends y remédier et me battre pour faire de sorte qu'on ait envie de venir visiter le centre-ville de Cran. Donc de là aussi, on envisage de créer un circuit historique urbain, donc pour ainsi développer le tourisme au sein même de la ville. Redynamiser le centre-ville et ses commerces, pour Camille Beignet, c'est un challenge de tous les instants. C'est pas facile. Le commerce de centre-ville, c'est pas quelque chose qu'on décrète. Beaucoup de villes sont confrontées justement à ce départ des commerces. À Cran, il y en a un certain nombre sous les Halles et autour des Halles. Là, il n'y a pas de problématique d'accès. C'est plutôt, c'est en centre-ville. Le mode de fonctionnement, le mode d'achat des nouveaux clients, c'est pas forcément dans le centre-ville qu'ils vont le chercher. Plutôt pour les commerces de proximité, les métiers de bouche. Tout le reste, ça se fait maintenant malheureusement en périphérie et c'est vrai que c'est pas facile. Donc nous, on propose de soutenir le comité commercial, l'association des commerçants, pour qu'avec des idées communes, nous on pourrait y apporter de la complémentarité, peut-être des moyens financiers, mais aussi des moyens logistiques pour que vraiment il y ait une activité commerciale qui se maintient, qui se développe si c'est possible, mais il y a une vraie problématique du commerce en centre-ville aujourd'hui. Et puis quand on parle de projet pour le centre-ville à propos des commerces, voici ce que répond Mathieu Motin. Je vois, vous voulez parler sans doute du chantier en cours de la rue de la Libération. Pour nous, il est évident que le chantier, faut qu'il se termine parce que ça fait trop longtemps que la rue de la Libération, c'est en fait un peu la rue de Verdun. C'est le chantier en permanence. On ne gagne rien à faire durer le chantier, donc il faut que les travaux commencés soient terminés au plus vite. Et ce qui est important ensuite, c'est de donner au centre-ville les outils pour rebondir. C'est-à-dire c'est le plan de circulation qui soit adéquat, c'est une carte de fidélité multicommerce pour donner une raison à des nouveaux commerçants de s'installer à Cran, et puis un outil pour les commerçants existants pour pérenniser leur activité et dominer ce nouveau contexte de voirie. Aujourd'hui, la situation du commerce en centre-ville, comme dans beaucoup de villes, c'est un problème ? C'est un problème, c'est un enjeu. C'est l'enjeu des années qui viennent. Si on réagit pas maintenant, c'est mort. Donc aujourd'hui, il faut se prendre en main. Il faut prendre en main le centre de façon très volontariste, un peu à la façon d'une galerie marchande, en raisonnant le centre, avec des boutiques variées, complémentaires et qui redonneront au centre un vrai attrait. Il s'agit d'amorcer la pompe, de réamorcer la pompe du commerce du commerce local de proximité en centre-ville. Il y a des villes qui ont réussi ce pari. Elles s'en sont donné les moyens. Aujourd'hui, je crois que c'est ça l'enjeu à Cran. Voilà, Emilien, pour les projets de Mathieu Motin, Camille Beignet et Claude Gillet pour la commune de Cran. Premier tour des élections municipales. Merci Corentin. Vous pourrez suivre l'issue du scrutin sur notre antenne, évidemment, avec la réaction des candidats en direct à mesure que les dépouillements livreront leur verdict après-demain. Donc, à dimanche. Sweet FM, émission spéciale municipale 2014. Sweet FM.